concernant les notions et contenus, et une deuxième colonne concernant les capacités exigibles et activités expérimentales support de la formation. Nous reviendrons dessus à la fin de ce chapitre. Donc, premier paragraphe, la lumière vue au collège. Alors, ce que nous allons faire, c'est, nous allons revoir dans ce paragraphe quelques notions vues au cycle 4 concernant la lumière, à savoir les types de sources de lumière que l'on peut rencontrer, la propagation rectiligne de la lumière dans certaines situations, et de donner un modèle de propagation de la lumière, le modèle du rayon lumineux. Alors, les deux types de sources de lumière. Alors, nous allons considérer dans un premier temps un premier objet lumineux, le soleil, notre soleil qui nous éclaire. Puis un deuxième objet, une marguerite par exemple, une marguerite dans un champ. Et puis un observateur qui regarde ces deux objets. On peut se demander comment l'observateur parvient-il à observer, à voir le soleil? Alors, le soleil, évidemment, pas de secret, va lui envoyer des rayons dans l'œil, et c'est ainsi que l'œil va pouvoir observer le soleil. Maintenant, on peut aussi se poser la question, comment l'observateur, ici, parvient-il à voir la marguerite? Alors, la lumière du soleil arrive directement dans l'œil, mais pour la marguerite, c'est un peu plus compliqué. La marguerite n'émet pas spontanément de la lumière. Par exemple, par une nuit sans lune, on n'arrive pas à observer la marguerite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être le processus? Il va être un peu plus compliqué. Le processus de vision de la marguerite va se faire en deux étapes. Première étape, le soleil éclaire la marguerite. Et deuxième étape, la marguerite renvoie la lumière reçue dans toutes les directions. Et en particulier, il y aura un lot de rayons issus de la marguerite qui atteindra l'œil. Le lot de rayons renvoyés. Alors, on dira que le soleil, donc à ce moment-là, le soleil voit la marguerite. On dira que le soleil est une source primaire, c'est-à-dire une source qui produit sa propre lumière et qui arrive à être vue directement par un observateur, et que la marguerite, elle, est un objet diffusant. On dit que la marguerite est une source secondaire. Autrement dit, nous pouvons distinguer deux sources de lumière. Des sources primaires qui émettent leur propre lumière et des sources secondaires ou objets diffusants qui renvoient la lumière dans toutes les directions. Autres exemples de sources. Alors pour les sources primaires, nous pouvons citer des lampes de bureau, flammes, des diodes électroluminescentes, lampes au néon, écrans d'ordinateur qui produisent leur propre lumière comme source secondaire, les planètes du système solaire, les objets d'une salle éclairée, les murs, les tables, etc. Bien. Alors, nous allons nous intéresser maintenant à la propagation rectiligne de la lumière et donner un modèle de propagation qui est le modèle du rayon lumineux. Alors, regardons un petit peu cette photo. Sur la partie gauche, nous observons un laser qui est sous tension, c'est-à-dire qui émet de la lumière. Mais cette lumière, on ne la voit pas. Et sur la droite, nous avons un brumisateur, qui est un dispositif qui permet de produire un brouillard de très très fines gouttelettes d'eau. On va utiliser ce brumisateur pour mettre en évidence le trajet de la lumière issue du laser. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, regardez, on va brumiser
au niveau du rayon lumineux, et on voit apparaître alors la trace du faisceau, la trace rouge du faisceau, ce que l'on ne voyait pas tout à l'heure. Alors pourquoi la lumière laser la voit-on? Eh bien, c'est que la lumière laser éclaire les gouttelettes que l'on a brumisées sur son trajet et ces gouttelettes se comportent alors comme des sources secondaires, réémettant de la lumière vers nous, vers notre œil. Alors, l'observation, c'est que on a un trajet rectiligne de la lumière. On dit donc que la lumière laser se propage en ligne droite dans l'air. On va proposer une généralisation de la propagation de la lumière dans un milieu qui n'est pas l'air. On va proposer le vide comme exemple et tout autre milieu transparent et homogène tel que l'eau, l'huile, le verre, le plexiglas. Alors retenons cette généralisation qui est en fait un principe. La lumière se propage en ligne droite dans le vide et dans un milieu homogène et transparent. On dit qu'il y a propagation rectiligne de la lumière. Introduisons alors le modèle du rayon lumineux. En quoi consiste-t-il? Le trajet de la lumière dans un milieu homogène et transparent est modélisé par des rayons lumineux représentés par des segments fléchés partant de la source. Alors, un petit schéma pour éclairer cette phrase. Voici une source lumineuse, source de lumière. On va schématiser un rayon lumineux issu de la source. Ce rayon lumineux est représenté par un segment avec une flèche au milieu. Il en existe bien d'autres. Représentons quelques rayons lumineux, et en particulier, nous avons un rayon lumineux qui arrive dans un œil que nous avons représenté. La flèche qui est dessinée au milieu du rayon lumineux représente le sens de propagation de la lumière. Alors, deuxième paragraphe, vitesse de propagation de la lumière dans le vide ou dans l'air. Citez la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air. Vous devez être capable de donner une estimation de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air. Alors, ce que vous devez retenir par cœur, c'est que dans le vide ou dans l'air, la lumière se propage à la vitesse que l'on note petit c, qui vaut environ 3,00 multiplié par 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. Alors, ce que l'on demande, c'est de savoir comparer la vitesse de la lumière à d'autres valeurs de la courante de la vitesse que l'on donne. Proposons un petit exercice. Alors, question. On donne 3 estimations de valeurs de vitesse, grand V, couramment rencontrées. La vitesse d'un TGV, 80 mètres par seconde, le son dans l'air, 340 mètres par seconde, la vitesse de la Terre sur son orbite, 30 km par seconde. Posons une première question. Comparez C à V dans les 3 cas que l'on a envisagés en effectuant des calculs appropriés. Alors, ce que l'on a appris, eh bien, c'est lorsqu'on veut comparer deux grandeurs de même nature, deux valeurs d'une même grandeur, on en fait le rapport. Alors ici, eh bien, ça va être le cas. On va calculer les rapports V sur C dans les 3 cas. Alors, faisons ces calculs. Calculons le rapport V sur C dans le premier cas. On va l'appeler V sur C dans le cas du TGV.
c'est-à-dire ça va être V, c'est 80 mètres seconde moins 1, c'est-à-dire 80 mètres divisé par seconde, divisé par 3,00 fois 10 puissance 8 mètres sur seconde. On va trouver un rapport sans unité, bien entendu, les mètres sur seconde se simplifient, égale 2,7 10 puissance moins 7. Alors faisons pareil pour le son dans l'air. Le rapport V sur C pour le son, tout calcul fait, en suivant le calcul qui est détaillé ici, c'est 1,13 10 moins 6. Pour la troisième situation, pour le rapport V sur C, dans le cas de la Terre sur son orbite, on trouve 1,00 10 puissance moins 4. Question 2. Commente les valeurs des rapports calculés. Alors, un petit élément de réponse. Les rapports V sur C, dans les trois cas, sont strictement inférieurs à 1, même pour les plus grandes vitesses, 30 km par seconde ici. On constate donc, le commentaire, c'est de constater que V est inférieur à C. Nous admettrons la validité de ce résultat pour toutes les valeurs de vitesse que l'on peut mesurer. Ainsi, nous retiendrons que aucune valeur de vitesse ne peut dépasser C. C'est l'un des principes de la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Troisième paragraphe, lumière blanche et lumière colorée. Longueur d'onde. Alors, l'arc-en-ciel, un exemple de spectre d'émission dans la nature. Nous allons présenter ici un phénomène naturel que vous connaissez tous, bien entendu, l'arc-en-ciel, qui est un exemple de ce que l'on appelle un spectre d'émission, qui est une expression clé que l'on va développer abondamment dans ce chapitre. Alors, après une pluie, l'apparition du soleil permet parfois d'observer un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est une succession, comme vous le voyez ici sur la photo, ordonnée de lumière colorée. Alors vous voyez que d'abord il y a du rouge, puis de l'orangé, ici, puis du jaune, puis du vert, du bleu, un peu plus foncé de l'indigo et un liseré de violet un peu plus bas. Alors, on va essayer de proposer une ébauche d'explication à ce phénomène. C'est-à-dire essayer de comprendre le processus de formation d'un arc-en-ciel. Après une pluie, le soleil envoie de la lumière blanche sur les gouttelettes de pluie très fines en suspension dans l'atmosphère. Essayons d'étudier ce qui se passe lorsque de la lumière blanche issue du soleil vient frapper une goutte de pluie. Alors, un petit schéma, on part du soleil, c'est la source de lumière, le soleil, il va envoyer de la lumière blanche sur une goutte de pluie. On va regarder ce qui se passe au niveau d'une goutte. Alors, le soleil envoie de la lumière blanche sur une goutte, on appelle cela la lumière blanche incidente, ça veut dire la lumière blanche qui tombe sur une goutte. Alors voilà, la lumière arrive sur la goutte d'eau. Que se passe-t-il? Eh bien, cette lumière blanche, ici, va traverser la goutte d'eau, et après traverser, il va y avoir apparition de lumière colorée, avec toutes les couleurs que l'on a observées dans l'arc-en-ciel. Un œil va observer ces lumières colorées, et l'œil, il est situé au bout, ici, voilà, il va donc observer des lumières colorées. Alors, vous voyez que le soleil, il est derrière l'observateur, et l'observateur, donc, observe ces lumières colorées. Autrement dit, l'observation de l'arc-en-ciel se fait toujours dos au soleil. Donc, finalement, un arc-en-ciel résulte donc de la dispersion de la lumière blanche du soleil en lumière colorée par les gouttes d'eau
en suspension dans l'air. On dit qu'une goutte d'eau est appelée un système dispersif, parce qu'il permet de disperser la lumière blanche. Un arc-en-ciel est un spectre d'émission naturel.